Bienvenue à cette session sur les tendances qui vont façonner 2022. Donc, comme le titre l'entend, on va parler des grandes tendances pour 2022 du côté VC, mais aussi du côté startup, et vous donner peut-être des petits conseils pour mieux affronter ces tendances de 2022. Donc, je vais me tourner vers nos invités. Merci Sophia et Eric d'être ici. Je vais vous laisser peut-être vous introduire. Je pense que tout le monde me connaît un peu, mais je rajouterai peut-être à la fin. Sophia. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Cédric pour l'invitation. Donc je suis Sophia Daoun, je suis directrice d'investissement chez Elaya Partner. Donc Elaya Partner, on est un fonds tech multistage. On est là depuis 2002, donc ça veut dire qu'on fête notre 20e année cette année. Et on a aujourd'hui 650 millions d'euros sous gestion avec des fonds deep tech et des fonds un peu plus digitaux. Très bien. Et Eric. On t'entend pas. Je te laisse. Ouais. Là, c'est mieux? Ouais, là, c'est mieux. Bonjour à tous et merci Cédric de m'avoir invité. Pour ma part, donc moi, je suis Eric Gossard, donc un des partenaires de Serena. Serena, qui est un fonds d'investissement qui couvre un peu tous les stages de l'investissement, du seed à la série A, même jusqu'à la série B. On a plusieurs thèses d'investissement, à la fois deep tech, et puis plus récemment, un fonds dédié autour des thématiques impact. Que je gère avec une asso qui s'appelle Make Sense. Et le fonds s'appelle Racine Carrée, qui est dédié du coup au sujet environnement, santé, éducation et sport. Voilà, donc on financera une vingtaine de sociétés sur les 4 années à venir et ravi de pouvoir échanger avec vous. Je vais te reprendre le micro. Donc de très beaux fonds, de très beaux fonds. Et donc, ce qui va être très intéressant pour nous pendant cette session, c'est de savoir voilà, comment est-ce que vous allez naviguer 2022 quelles sont les grandes tendances que vous voyez? Quelles sont les innovations que vous voyez aussi? On va peut-être commencer par Eric et surtout peut-être penser à voilà, ce monde post-Covid dans un environnement un peu belliqueux à l'Est. Voilà. Comment est-ce qu'on voit l'évolution de l'écosystème en 2022? Alors, post-Covid, moi, je vois plusieurs trucs. Il faut avoir en tête en fait que le marché du venture est quand même relativement récent, relativement jeune. Il a peut-être 20 ans en France, mais tel qu'on le connaît, il a 5 ans. Et ce qui fait que les profils qui travaillent dans les fonds d'investissement sont aussi relativement jeunes. Et c'est des profils qui n'avaient pas connu avant de crise. Et donc la partie, le Covid, finalement, c'est une des premières crises de cette génération-là de VC. Et moi, ce que j'ai appris en tout cas, et je pense que c'est le cas de pas mal de confrères, c'est finalement la diversification du portefeuille. Ça a un sens. Et donc, un de mes apprentissages, en tout cas en tant qu'investisseur, c'est de bien regarder un peu l'équilibre dans son portefeuille, de ne pas avoir uniquement des boîtes qui seraient très B2C. Donc ça, c'est une des premières leçons. Et ce que je vois avec un peu plus mathématique, aspect impact que je porte au sein de Serena, je vois de plus en plus de générations d'entrepreneurs qui montent des sociétés pas uniquement pour le business qu'ils veulent générer et pas uniquement pour l'aventure entrepreneuriale ou financière qu'elle peut représenter, mais qui le montent parce qu'ils ont envie de porter une vision de la société, leur vision de la société, en intégrant beaucoup mieux leur écosystème environnemental, social et sociétal dans leur business et dès la création. Et ça se ressent chez pas mal de founders où on retrouve ça, cette envie-là de recruter un peu différemment, de façon plus diverse, de mieux rémunérer les employés, de mieux partager la valeur du capital entre les actionnaires et entre les employés de la société, mais aussi parfois auprès de la communauté. Donc ça, et on est assez convaincu chez Serena que la prochaine génération de leaders économiques, ce ne sera pas juste des gens qui ont fait un beau business, mais c'est aussi des gens qui auront pensé leur business dans un environnement un peu plus global. Donc ça, c'est les grands thèmes que je vois. Et pour être peut-être un peu moins optimiste, ce que je ressens sur ce début d'année, c'est peut-être un peu plus de frilosité de la part de certains investisseurs sur les sociétés. On ressent quand même l'impact de la baisse des marchés boursiers, notamment sur le software. On peut voir que parfois les valos des boîtes ont été divisés par deux. Et ça commence à se ressentir sur certaines de nos sociétés dans le portefeuille, où on voit qu'elles ont un peu plus de mal à lever ou dans des conditions un peu moins bonnes.
Et donc moi, une des choses que je vois, c'est d'être un peu voilà, précautionneux de ça et de se projeter pas juste sur un an de business, mais essayer d'anticiper sa trésor sur 2-3 ans au maximum. Bien collé. Et toi, Sophia, qu'est-ce que tu rajouterais à ça? Oui, alors je pense que le point de Eric est vraiment le bon. On n'est pas là pour vous donner des mauvaises nouvelles, mais on est là pour vraiment vous donner une vision des tendances de 2022. Et je pense que ce qui a vraiment marqué ces 2 dernières années, bah, ça a été la crise. Donc c'est vraiment un écosystème un peu incertain. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, le venture capital, c'est un métier qui est un métier de risque. Donc on va chercher les opportunités, mais on va aussi considérer les risques. Et c'est inhérent à notre modèle. Donc la manière dont on perçoit le marché, que ce soit économiquement, mais aussi en termes d'opportunités, va toujours être impacté par notre vision des risques. Et comme le mentionnait Eric, en fait, le Covid, malgré tout, ça a pas mal impacté certaines sociétés, principalement les sociétés B2C, le retail, vraiment des gens qui étaient sur le terrain, des sociétés qui étaient vraiment dans le cœur de ce qui a été fermé pendant le confinement. Mais même le ralentissement qu'on a connu en 2021 continue à se faire ressentir en 2022. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour à la fois les VC et les entrepreneurs? Ben, déjà, pour les VC, c'est qu'il faut en fait qu'on intègre ce paramètre de risque. Donc, la manière dont on fait les choses aujourd'hui, c'est que non seulement on va être un peu plus prudent, mais on va aussi ajouter une dimension plus forte dans la conviction qu'on va avoir dans les projets. C'est-à-dire qu'on va se projeter de manière plus forte, mais aussi sur une échelle de temps plus importante. Donc on va essayer de projeter sur des modèles qui vont être des modèles à plus long terme. On va essayer de trouver des sociétés plus résilientes, des technologies qui ont un vrai competitive edge. Donc on va être plus prudent. Et dans la partie entrepreneur, ce que ça veut dire aussi, c'est que, comme le disait Eric, il faut faire attention à intégrer ce paramètre-là dans l'exécution que vous avez, les choix stratégiques que vous faites. Parce que la réalité, c'est que nous, on est conscient aussi des impacts de ce qui se passe autour de nous et on l'intègre dans notre manière d'investir et notre manière de prendre des décisions. D'accord. Et donc, ce qui me vient en tête, ce serait où est-ce que vous allez dénicher justement ces opportunités, où dénicher ces opportunités, et aussi sur quelles industries est-ce que vous pensez parier sur cette année 2022? Oui, alors du coup, pour reprendre le point de justement la partie conviction, nous, le parti pris qu'on a fait chez Elaya, c'est de garder cet ADN qui est de dire on va miser sur les boîtes qui vont être résilientes à pas mal de paramètres. Donc on va chercher des boîtes qui ont un vrai competitive edge. Et nous, notre ADN aussi nous pousse chez Elaya à choisir des sociétés qui ont un ADN très tech. Donc, par exemple, un des sujets sur lesquels nous, on se positionne pas mal, c'est va être toutes les sociétés qui vont être très tech, voire deep tech. Nous, notamment, par exemple, on a des fonds qui sont assez positionnés sur la deep tech en partenariat avec des académies de recherche et des universités. Donc ça va être des sujets qui vont être sur des time frames probablement plus importants, avec des technologies qui sont plus intéressantes et qui vont être moins on va dire, moins impacté par les effets un peu plus court terme. La quantique, par exemple? Exactement, l'ordinateur quantique, typiquement un des investissements qu'on a fait en 2020 et qui a vraiment une trajectoire assez fascinante, c'est Alice et Bob. C'est une société qui est un spin-off des laboratoires de l'École normale supérieure, des mines de Paris, de l'INRIA et de plein d'autres labos. Donc j'essaie de ne pas offenser tout le monde, mais en tout cas, c'est le regroupement de 5-6 labos. Et ce que fait Alice et Bob, c'est qu'ils travaillent sur un sujet fondamental dans l'ordinateur quantique, c'est comment faire en sorte que les qubits fassent moins d'erreurs, donc ce qu'on appelle fault tolerant. Donc ils ont spin-offé des publications des laboratoires et aujourd'hui ils ont un proof of concept, donc une première expérience qui démontre que leurs qubits sont plus résilients aux erreurs et ils vont construire un ordinateur quantique. Typiquement, ça c'est une société sur laquelle l'impact Covid était nul. À part la fermeture des laboratoires, on n'a pas eu vraiment d'impact direct sur Alice et Bob. Même au contraire, en fait, ça a été vraiment une opportunité pour eux pour se focaliser sur leur roadmap tech. Et d'ailleurs, ils ont annoncé en début d'année une levée de 27 millions d'euros, qui est la plus grosse levée de quantique aujourd'hui en France pour une série A.
Et ça, typiquement, c'est le genre d'investissement sur lesquels il y a pas mal de risques, mais qui nous demandent beaucoup de conviction, mais sur lesquels nous, on se positionne parce que justement, dans cet univers un peu incertain, il faut revenir aux bases. Et les bases, c'est quoi l'opportunité, c'est quoi le marché, c'est quoi l'équipe, et comment faire en sorte de construire une histoire qui soit cohérente. Et ça, c'est un exemple de choix qu'on a fait qui aujourd'hui semble cohérent. Ça a du sens, prendre des opportunités qui sont résistantes aux crises. Oui, tout à fait. De toute manière, il faut garder en tête que nous, on va faire des choix avec de multiples paramètres. Et aujourd'hui, le paramètre du contexte en fait partie. Ouais. Et Eric, peut-être quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, complètement. Une autre façon, nous, qu'on a regardé un petit peu le marché pour essayer de se prémunir du risque, et à la fois un peu des survalorisations qu'on retrouve sur les boîtes un peu plus early stage, c'est de regarder aussi des boîtes de série B, donc des boîtes qui sont un peu plus matures. Parce que quand on regarde le marché, finalement, il y a pas mal de monde qui va sur la série A. Le seed, bon, c'est crowded aussi. Finalement, le seed est plus très risqué parce que comme il y a beaucoup d'investisseurs sur la série A, et qu'il y a des deals qui se font préempter par des investisseurs américains, c'est une thèse qui fait qu'on survalorise aussi un certain nombre de sociétés. Et donc on a regardé un peu le marché aussi différemment, notamment sur notre dernier fonds, où on a regardé un peu plus de boîtes matures sur des séries B, voire des séries C. Parce que là, le marché est un peu plus crowded. Il y a quand même des boîtes qui ont des bons fondamentaux, et qui sont pas si bien financés que ça en France. En fait, il n'y a pas tant d'acteurs que ça en France capables de faire du growth. Et donc nous, on a regardé un peu notre portefeuille de cette manière-là, et on a fait un ou deux deals supplémentaires, voilà, de série B, série C, qui sont des boîtes qui sont naturellement résilientes. Après, bon, vous, ça va pas vous aider si vous êtes très early stage. Donc dans les secteurs qu'on regarde, en tout cas, c'est aussi des secteurs sur lesquels il y a des grosses opportunités de marché. Et donc moi, j'ai ma casquette un peu plus environnementale, donc c'est des sujets que je regarde particulièrement. Mais ce qu'on voit autour de ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, notamment autour de la décarbonation des bâtiments, qui est un peu un des gros enjeux d'un point de vue environnemental sur les 10 prochaines années. Là, il y a pas mal de sociétés qui se montent, et j'en ai financé une dans ce domaine-là qui s'appelle Axinta, qui développe un software qui permet justement de réduire la consommation énergétique et de réduire les émissions carbone du bâtiment, qui sont des sociétés qui prennent parfois un peu plus de temps pour se déployer parce qu'il y a un peu plus de composantes hardware, mais qui sont sur des business models qui sont pour le coup, qui répondent à un besoin un peu immédiat, et sur un marché qui est ultra profond. Et toujours dans ces thématiques-là, sur l'environnement, il y a pas mal de sujets aussi qu'on regarde autour des sujets assurantiels, et notamment l'assurance des risques climatiques. On a financé une société qui s'appelle Descartes, qui vient justement sécuriser le risque climatique avec une assurance dans un monde où des assureurs traditionnels type AXA ne sont pas forcément capables d'assurer ce risque-là sur un monde à plus 2, plus 3 degrés. Et d'accord, donc très très compréhensible. Aller plus vers des opportunités ou des startups résistantes aux crises, et aller plus loin dans leur développement ou la maturité pour aussi réduire le risque là encore. Et aujourd'hui, pour notre audience, quels seraient les conseils que vous donnerez aux entrepreneurs, aux start-upers qui sont là présents pour 2022, de votre point de vue? Eric? Essayez de connaître vraiment vos fondamentaux, et sachez sur quel type de business vous vous situez. Est-ce que vous êtes sur un secteur qui est plutôt hype et qui va être facilement valorisable par un VC, type Web3, etc. Bon, c'est la tendance du moment. Là, vous pouvez jouer un peu les effets FOMO et plus valoriser la vision que vous portez sur un marché. Si vous n'êtes pas sur ce genre de secteur, concentrez-vous du coup sur votre traction et sur vos unités économiques. Je pense que les VC sont beaucoup plus attentifs sur des marchés un peu moins hype à la véritable traction, là où c'est moins vrai sur des marchés qui sont tendance. D'accord. Et Sophia? Je rejoins Eric sur ce point. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a... En fait, il y a eu plusieurs phases dans le VC. Il y avait une première phase il y a 10 ans où il y avait à peine 10% des boîtes qui levaient des fonds. Ensuite, il y a une deuxième phase où vraiment une boîte sur 3 pouvait lever de l'argent. Et là, je pense qu'on rentre dans une troisième phase où il y a une dualité qu'il faut accepter. Il y a des sujets hype qui vont se financer, il y a des levées qui vont se faire sur des sujets qui sont très tendances. On a cité le Web3, il y a les MLOps, DevOps. Il y a des sujets où sincèrement, on voit des valos qui se justifient principalement par la hype et la promesse des secteurs.
Et la dualité, en fait, la dichotomie avec laquelle il faut vivre, c'est que le reste va subir un ralentissement. Et donc, comme dit Eric, dans ce cas de figure-là, il faut, être à l'écoute du marché, parce que c'est important pour vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Il ne faut pas penser que toutes les boîtes vont lever un seed à 5 millions d'euros. C'est seulement les boîtes qui bénéficient d'une hype. Et si vous ne faites pas partie de ce segment qui bénéficie d'une hype, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut aussi bien cerner ce qu'attendent les VC. Et puis surtout, si vous avez déjà levé, être conscient que le tour suivant peut être un peu plus compliqué d'un point de vue levé. Et donc essayer de bien calibrer et surtout rester à l'écoute du marché, parce qu'encore une fois, ce qu'on vous dit aujourd'hui ne sera probablement pas vrai dans un an. Donc il faut aussi savoir sentir le marché des financements, le marché des VC, essayer d'avoir les bons contacts, les bonnes intros, parce qu'il faut vivre aussi avec le fait que ce marché va probablement changer tous les ans, et il va y avoir des hypes sur des secteurs qui vont disparaître du jour au lendemain, il va y avoir des ralentissements, il va y avoir des accélérations. Il faut rester en lien pour être sûr de bien calibrer à la fois votre levée et votre cash. Et juste pour compléter, et sans être trop pessimiste et sans être dans une prophétie un peu auto-réalisatrice, je pense qu'il faut faire attention sur la valo qu'on cherche et le montant qu'on cherche. Il vaut mieux lever un petit peu moins d'argent sur une valo un petit peu inférieure, mais avoir levé et avoir sécurisé son business pour les prochains mois, plutôt que d'être très greedy et de mettre à risque sa société si jamais les marchés se referment. Et donc sur ça d'ailleurs, réduire ses demandes, c'est-à-dire voilà, réduire sa vision peut-être aussi, c'est ce que tu es en train de nous dire? Non, pas forcément. Je pense que on peut faire les choses différemment. D'accord. Il n'y a pas forcément d'impact sur la vision. C'est juste que c'est vrai qu'on aime bien, en tant que VC, voir des plans très ambitieux. Mais je pense qu'un BP peut quand même être réalisable avec un petit peu moins de levée, sachant que dans une grosse partie des levées, il y a quand même, on peut rajouter peut-être 10-15% de hype autour d'un sujet ou juste d'excitation sur le dossier. Donc la société peut aussi réaliser son BP avec 2-3 millions de moins. Oui, et puis surtout, il faut, je pense, au cas par cas, essayer de trouver un modèle qui correspond à chaque société, parce que parfois, on a des entrepreneurs qui sont face à des questions du style pourquoi telle société a levé, pourquoi ma société ne va pas lever au même montant. Et la réalité derrière, c'est que déjà, d'une part, on ne connaît pas toute l'histoire, hein, parce que quand on voit passer dans la presse des levées, on ne connaît pas l'alignement des planètes qu'il y a eu derrière. Parfois, c'est un alignement des planètes qui est très difficile à reproduire. Il faut trouver la bonne personne dans le bon fond, qui comprend ce que vous faites au bon moment, qui veut déployer sur le sujet, qui a un fonds actif, qui est en train de déployer, qui vous connaît, qui prend l'intro, le call, qui deep dive, etc., etc. Donc c'est un alignement des planètes qui parfois est presque magique. Et ensuite, le momentum qui est créé à ce moment-là est probablement pas reproductible. Et donc chacun part avec un timing, un contexte, des forces, des cartes en main. Et donc il faut calibrer par rapport aux cartes qu'on a entre les mains. Et comme disait Eric, parfois, en fait, resizer sa levée, trouver le bon fond, les bonnes personnes, ça peut en tout cas maximiser la probabilité d'aboutir à une levée réussie. Très bien, donc rester modeste, hein, et résistant au risque, à la crise. En tout cas, rester à l'écoute du marché pour vraiment bien le sentir, pour pas se tromper en tout cas sur les signaux. Il y a des signaux qui sont faibles et qui changent selon le temps. Donc vraiment rester à l'écoute du marché et essayer de naviguer de manière un peu maligne parmi tous les signaux. D'accord, très bien. Eric, j'ai vu que tu voulais rajouter quelque chose à ça, non? Non, c'était juste pour pas être non plus trop pessimiste et pas vous lancer là tout d'un coup dans un crash test scénario sur vos BP. Hein. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans la crainte. C'est juste qu'il faut être il faut être aussi prudent. Voilà, c'est plutôt ça. Prudent. D'accord. Écoutez, on va peut-être finir sur ça. Hein. Rester prudent.